Bienvenue sur ma chaîne YouTube, La grande histoire racontée par la petite Françoise. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'une héroïne, mais de 121 héros, les décembristes. Nous sommes à la chute de Napoléon et les troupes prussiennes, autrichiennes et russes surtout, les grands vainqueurs, sont à Paris. Et les hommes découvrent un peuple qui, vaincu, parle encore de liberté, d'égalité, de constitution, de droits de l'homme. Et revenus chez eux, rendus à la vie civile ou militaire, ces fils de famille, ces nobles, ces intellectuels ont réfléchi à l'état de leur pays. Ils se sont constitués en sociétés secrètes, en comités, et ont bien dû constater que le tsar était un autocrate incontestable et que le peuple, dans sa grande majorité, ployait sous le joug du servage. Leur but, après des mois de discussion, étant de présenter une constitution au tsar favorable à des réformes. Mais quand faire ça? Alexandre Ier, le tsar, est mort à Tarentog et ce devait être son frère Constantin qui prenne le pouvoir. Mais celui-ci était occupé à exercer une répression féroce sur la Pologne et a refusé la couronne. Celle-ci est donc allée à Nicolas. Et Nicolas Ier n'était pas un tendre. Mais dans cette période d'interrègne, les insurgés ont pensé qu'il était le temps d'agir, ont préparé une sorte de coup d'État parce que plusieurs régiments s'étaient insurgés. Et donc le 12 décembre 1885, il y avait environ 3000 personnes réunies sur la place du Sénat à Saint-Pétersbourg, attendant pendant toute la journée de pouvoir voir le tsar et lui présenter leur projet de constitution. En fait, Nicolas a préparé des canons qui ont tiré sur la foule. Et ça a été un carnage, y compris sur la Neva qui était gelée et sur laquelle des tas d'insurgés s'étaient précipités. Plus de 3000 personnes ont été appréhendées et les meneurs ont été incarcérés à la prison Saint-Pierre et Saint-Paul à Saint-Pétersbourg. Ils ont eu un simulacre de procès, des interrogatoires comme savent les faire les Russes, et finalement 5 hommes ont été condamnés à la pendaison et 121 ont été condamnés à des peines de bagne très étendues et la relégation à vie. C'était fini pour eux, pour la Russie. Ce sont nos décembristes dont je vais vous parler. Ils ont donc franchi 6600 km avec 5 kg de chaîne au pied, et à pied bien sûr, mais on était en plein hiver. Et parfois des traîneaux quand les hommes étaient trop fatigués. Et ils sont arrivés au bagne de Tchita, près du lac Baïkal. Et ce bagne était commandé par le général Leparsky. Et lui et ses gardes-chiourmes ont été épouvantés, ahuris, de découvrir des prisonniers qui étaient polis, qui étaient obéissants et en plus qui parlaient français. Donc on leur a demandé d'aller casser des cailloux, mais le rendement n'était pas très important dans la mesure où ces hommes n'avaient jamais touché un outil de leur vie. Donc les pauses étaient nombreuses. Dans le baraquement, la vie s'est rapidement organisée. Il y avait un tour de rôle pour la vaisselle, le ménage et les corvées, allons-nous dire.
Ils ont été autorisés à recevoir certaines choses parce que c'était parmi les plus grandes familles de Russie. Parmi les prisonniers, il y avait des princes, il y avait des comtes, il y avait des ducs. C'était vraiment la crème de la société russe qui s'était retrouvée là. Et donc, ces hommes se sont improvisés coiffeurs, cordonniers, couturiers. Et puis, vu les livres qu'ils avaient reçus, ils ont constitué une bibliothèque de près de 3000 ouvrages quand même. Ils ont organisé des conférences, ils se sont donnés aux uns aux autres des cours de mathématiques supérieures, de grec, de latin, d'allemand, d'espagnol, d'anglais. Le général Leparski était consulté chaque fois, donc il bougonnait, mais il finissait par accepter. Ce n'étaient pas des prisonniers ordinaires. Et par-dessus tout, il est arrivé de Russie une quinzaine d'épouses qui avaient signé tout ce qu'on avait voulu et qui renonçaient à tous les droits, et pour certaines, elles ont laissé des enfants en Russie. Tout ça pour rejoindre leur époux. Il y avait encore une fois des princesses, des duchesses qui ont choisi. Et donc le brave Leparski s'est trouvé environné, je dirais harcelé, par un essaim de jupons qui demandaient tous les jours des améliorations au sort de leurs époux et au sort de leurs maris, bien entendu. Donc, entre autres faveurs que le général Leparski a accordées, ça a été le droit de visite. Au début, c'était derrière une barrière, puis après, les messieurs ont été autorisés à rejoindre leur épouse dans leur petite maison. Et puis, moyennant quelques roubles, le garde n'était pas trop regardant et ce qui devait arriver arriva. Le général Leparski a été parrain d'une kyrielle de petits-enfants, sachant que ces enfants étaient serfs de la couronne. Et il a été témoin aussi d'un mariage, celui d'une jeune couturière parisienne qui avait suivi son fiancé jusque-là. Et cela s'est passé dans l'église de Chita, avec tous nos bagnards et leurs chaînes au fond de l'église et le marié enchaîné. À chaque événement heureux de la vie du tsar, il y avait une année ou deux qui était diminuée dans la peine des bagnards. La plus grosse surprise a été quand on leur a enlevé leurs chaînes. Mais à ces événements, tous les prisonniers se mettaient à chanter la Marseillaise et le malheureux général Leparski entendait des mots comme « Vive la Constitution, vive la République, vive la liberté ». Et il s'acharnait à dire « Messieurs, messieurs, le tsar va la prendre ». Le temps a passé, les décembristes, après leur temps de bagne, ont dû s'habituer à leur relégation à vie. C'est-à-dire qu'ils ont été envoyés dans des endroits désertiques, au milieu de tribus bourriates ou tcherkesses, et condamnés à travailler une terre ingrate ou à vivre de la chasse et de la pêche. Et quand l'un mourait, au cours du contrôle suivant, tous les 6 mois, on faisait ouvrir la tombe. Le tsar voulait être bien sûr que ses ennemis reposaient là sur terre. Il y a eu très peu de tentatives d'évasion chez ces hommes qui estimaient de leur devoir d'être honnêtes vis-à-vis du général d'abord et de leur patrie qui les avait quand même bien trahis. Seuls 15 à 20 décembristes ont pu regagner la Russie au cours du règne suivant, celui d'Alexandre II. Ils n'ont rien reconnu, bien sûr. On les avait oubliés et leurs enfants et petits-enfants se tenaient éloignés d'eux. Et plus d'un a dû regretter la solidarité qui existait à Chita ou à Petrovsk. Après avoir lu La lumière des justes d'Henri Troya, c'est une suite romanesque bouleversante, j'ai voulu vous raconter cette histoire.
Car ces hommes, oui, ces hommes étaient des justes. Ils voulaient juste transmettre une idée, la liberté, le dialogue, le partage. Et ils ont payé lourdement cette idée généreuse. N'oubliez pas qu'ils chantaient la Marseillaise au fin fond de la Sibérie, il y a de ça 300 ans. Si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de partager. N'hésitez pas à mettre des commentaires, j'y ferai très attention pour éventuellement une prochaine fois. Merci et s'il vous plaît, mettez un pouce bleu. J'ai tout dit comme il fallait ?